j'ai commencé dans la publicité comme maquettiste et j'ai commencé aussi à faire des dessins humoristiques. Alors c'est pourquoi. C'est quoi le dessin humoristique pour moi? C'est le fait de regarder une situation et d'essayer de trouver un regard différent. Donc c'est tout le concept du rire en fait. Hein, c'est-à-dire de considérer la réalité comme quelque chose qui peut être regardé autrement. Voilà, une autre réalité. Et c'est toujours très très important le rire pour moi et l'humour dans ma vie. Et donc j'ai commencé à faire des dessins humoristiques pour les entreprises. De cette collaboration avec cette boîte qui m'embauchait pour faire des dessins animés, est née une collaboration avec Patrick Régnard. Patrick Régnard qui était mon binôme pendant quelques années. On a élaboré une série qui s'appelle Sharky et Georges. Vous les credins, vous les canailles, Sharky déboule, gare écailles, pour rien voyou, vermine crapule, quand Georges est là, ça fait des bulles. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer. Sharky et Georges. J'ai fait le concept, les dessins, et co-scénariste avec Patrick Régnard, justement, que j'avais rencontré, qui travaillait à l'époque au Crédit Agricole, et je faisais le journal vidéo du Crédit Agricole à peu près tous les trimestres. Donc ça, c'est première belle rencontre, premier binôme. Sharky est là, nom d'une arête. Sharky et Georges. Donc on a fait à la fois de la production et de la recherche. On a mis à peu près, disons, un an à 120 personnes, y compris les comédiens, les bruiteurs, etc., pour sortir un épisode de 13 minutes. C'était les premiers ordinateurs d'assistance, sauf que l'animation était faite à la main, alors que maintenant, l'animation est assistée par ordinateur. Donc, il y avait une équipe d'animateurs très classique. Tout ça, c'était reporté sur ordinateur et retourné en 35 mm en capture d'écran, ce qui était, à mon avis, une aberration. Et on allait au labo et on regardait le premier plan qui était un plan séquence de 30 secondes qu'on a mis un an à élaborer parce qu'à chaque fois il y avait un bug, un truc qui allait pas. Et là on était devant le visionnage des rushs. On voit arriver 4, 3, 2, 1. Drrr, et là, oh non, faut tout recommencer. Enfin voilà, ça a été épique. J'ai toujours aimé chiner des objets. Donc j'avais mon atelier avec une grande table pour faire les scénars, l'ordinateur, etc. Et à côté, je bricolais des sculptures avec des moteurs. Toujours dans le mouvement, d'ailleurs, c'était le mouvement, le commun dénominateur. Et ça faisait des sculptures à la Tinguely un peu, des trucs qui bougent avec des ressorts, etc. Enfin moi, je pensais pas du tout à en vendre. Je faisais ça vraiment pour mon plaisir. J'avais le lieu, j'ai toujours aimé les grands ateliers. J'avais les loisirs de le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Et de ces sculptures, est née l'envie de faire des choses avec les mains, quoi, de bricoler. Et un jour, je rentrais à mon atelier, qui était dans une impasse, presque avec la moitié des choses en démolition, donc il y avait des terres à vagues autour. Et qu'est-ce que je vois? Un fauteuil trônant, alors qui l'avait mis là, je ne sais pas, trônant au milieu du terrain vague, qui était quand même relativement accessible. C'est tout juste s'il n'y avait pas une lumière divine dessus. Et ce fauteuil, c'est un fauteuil Louis XIII avec des dragons sculptés, etc., mais dans un état lamentable, avec tout défoncé et tout. Et je l'ai pris, je l'ai ramené, il était quand même en chaîne, voilà. Et puis, je me suis dit, mais ça vaut le coup de faire quelque chose quand même avec ce truc. Alors, ça m'a ouvert des horizons. Et 2 jours après, c'était devenu mon premier trône. Alors, c'est le truc. Que j'ai chiné, qui n'est pas très très ancien, mais qui a l'avantage d'exister. Et puis c'est une structure bien solide, quoi. C'est du bon bois, ça. Alors là, je vais commencer par dégager tout ce qui me gêne là-dessus, parce que je sais à peu près ce que j'ai envie de faire. Donc là,
qui m'intéresse là-dedans, moi, c'est d'en faire quelque chose de cohérent et de travailler avec les formes qui existent déjà. Je vais essayer de respecter l'objet tout en apportant mes sentiments, mon feeling, et lui donner un peu plus de puissance qu'il a là, c'est-à-dire s'en servir de base pour ramener quelque chose de puissant derrière, quoi. Et pour ça, je vais utiliser des cornes. J'ai toujours été attiré par les matières animales. Alors, on peut remonter à mon enfance où je passais les vacances dans la ferme de mes grands-parents, donc avec des animaux, avec des poules, des lapins, des canards, cochons. Mon grand-père, il venait me chercher à la gare en percheron avec une charrette. Donc, il y a ce côté vieux cuir, odeur, le côté campagne, quoi, le côté l'animalité dans la campagne. Je pense que ça a dû me marquer. Les vieilles ficelles, les matériaux qu'on vécu. J'étais fasciné par... il y avait des endroits dans la ferme qui étaient remplis de poussière parce qu'il y a des choses qui n'avaient pas été touchées depuis longtemps. Et l'atelier de mon autre grand-père était charron. Je ne l'ai pas connu, il est mort l'année avant ma naissance. Et il était charron, donc ça veut dire qu'il faisait les charrettes. Hein. Donc il était à la fois ferronnier, menuisier, ébéniste, serrurier, enfin bon, et tous ces établis, tout cet atelier était resté identique n'avait pas été touché depuis sa mort. Je l'ai connu pendant quelques années, j'allais jouer dans cet atelier, où pareil, il y avait une poussière dessus qui témoignait de la pérennité de la chose. Une espèce de poussière, un mélange de sciure et de graisse par terre. Il y avait une odeur particulière. Et tout ça c'était mon univers. Et je rêvais là-dedans. C'était un atelier avec des verrières partout. C'était un château. C'était et je pense que ça m'a bien marqué. Ce qui fait que quand j'ai commencé à chiner aux puces, etc., et ailleurs, j'ai commencé à acheter des matières animales, j'ai commencé à acheter des dents de phacochère, sans jamais avoir été en Afrique. Là, on a des petites gazelles, là, on a des cornes d'oryx. Alors, ça peut faire peur de les avoir comme ça en série, mais il faut savoir que j'ai racheté un stock de taxidermistes, et qui avait tout ça stocké dans un grenier. C'est rigolo d'avoir toutes ces choses en série. Ça, c'est des cornes de chèvre rove. Alors, j'ai fait un woofing il n'y a pas longtemps dans la Drôme. Et je ne peux pas dire que j'ai rencontré cette chèvre-là, mais je pense que si, quand même. Et cette chèvre est morte de mort naturelle. Et l'éleveur me les a gardées et a enterré ça dans la terre. Et un an après, j'ai été les chercher. Voilà. Donc j'ai une histoire avec cette chèvre. Ça, c'est des cornes d'hippotrague. Et ça, c'est des cornes de buffle d'Asie. Donc complètement de l'autre côté du monde. Buffle d'Asie, buffle des rizières, pas des rivières, des rizières. Là, on a du koudou, on avait dit, koudou d'Afrique du Sud. Je ne peux pas dire que je les ai ramenés d'Afrique du Sud, mais j'ai rencontré un taxidermiste là-bas lors d'un voyage d'agrément qui ramenait un petit peu, qui récoltait un peu toutes les cornes qui se trouvaient dans les réserves, parce que il y a plein d'animaux, donc il y a plein de morts naturelles, hein, je dis bien, le koudou, même s'il est chassé, il y a quand même plus de morts naturelles et les cornes, c'est assez imputrescible, hein, ça reste quand même très très longtemps après la mort de l'animal. Et ça, c'est des cornes de bubal. Et encore, on est reparti. Alors ça, c'est des cornes assez particulières qui sont en fait des cornes de buffles d'Inde. Donc c'est les buffles d'Asie, mais buffles d'Inde. Et en fait, au 19e, il y a un navire, qui s'est échoué dans le nord du Brésil, près du Nil. Je retrouverai le nom plus tard. Plein de buffles. Et donc, il y avait au moins une espèce d'arche de Noé, moderne.
Et il y avait suffisamment de buffles pour qu'ils se reproduisent sur l'île, et depuis, il y a des buffles, ce type de buffle au Brésil. Et ça n'a rien à voir. Ça, c'est assez rigolo. Ça, c'est pas des cornes, en fait. Ça, c'est les os qui est à l'intérieur des cornes. C'est de l'os de koudou. Donc, on a une corne de koudou, là, par exemple. Et c'est, en fait, ce qui va à l'intérieur. Parce que la corne est un étui. Et donc, ça va plutôt dans l'autre sens, là, voilà. Et alors, c'est assez difficile à extraire parce que c'est tout carbochonné comme ça, mais là, on voit bien que ça rentre à l'intérieur. On a l'impression même que c'est celui de cette corne-là. Donc ça tient au crâne, et ça, c'est la corne avec c'est la corne étui. Voilà, donc ça, c'est extirpé, poli, et ça devient un peu, bon, c'est de l'os, hein, mais ça devient comme de l'ivoire, parce que tu sais que je n'utilise pas d'ivoire, éventuellement d'ivoire de phacochère, mais pas d'ivoire d'éléphant en tout cas. C'est pas tout à fait une paire, mais c'est pas grave, ça va passer. Non. On va rentrer ça comme ça. C'est pas mal du tout. Et ici, c'est pas mal du tout. Donc je pense que c'est celle-là qui va être élue. C'est ce que je fais en général. J'essaye simplement de faire des propositions à mes objets, voir si ça semble même, sans trop forcer, en respectant leur courbure. Pour ça, je retravaille très peu les choses, en fait. Je fais un choix de ceux qui s'adaptent le plus, comme la rencontre entre les gens. Là, c'est rencontre entre les objets. J'essaye de retrouver une harmonie, en bref. Non pas la créer en forçant les choses, avec une idée précise. En fait, c'est l'harmonie des objets voilà, c'est le choix, la création est dans le choix, en fait. J'avais un père qui était vraiment pointilleux sur la préparation du travail, etc. C'était sa grande passion, c'était le bois. Et il préparait des plans, etc. Et puis, j'ai l'impression que j'ai appris un peu le contre-pied de ça. C'est-à-dire que là, je suis devant mon tas de trucs et je vais faire ça. Alors, j'ai des procédures, mais on ne peut pas dire que ça soit bien carré, où je mets chaque truc devant, etc. Enfin, je vais essayer de bien préparer cette fois pour le film, mais voilà. En général, c'est un peu à la va comme je te pousse. J'aime bien être dans l'urgence. Et là, on va faire un travail de résine. Et la résine, ça prend. C'est un double composant. Il y a un temps déterminé pour le travailler. Et j'aime bien ça, en fin de compte, parce que là, on est dans l'action, ça part de travers, c'est pas grave. Voilà, on rattrapera ça autrement, quoi. En fait, j'ai 140 mètres carrés, je travaille sur 2 mètres carrés. Alors, à partir du moment où on met ça, le temps est compté. On va commencer par... Voilà, le vide va être rempli par le bois. Ok, donc là on est ici. La corne est en place. Je la bloque avec une pincetto. Voilà. Ensuite, un petit peu d'acétone pour revenir bloquer tout ça. Là, j'en remettrai plus tard. L'important, c'est que ça reste en place. Et là, on commence déjà à avoir une petite greffe. Voilà. J'ai travaillé beaucoup d'années de manière complètement instinctive, en prenant un objet, en me disant, bon, ça oui, ça non. Ça va aller, ça va pas aller. Alors, aller dans quoi aucune idée, j'ai une espèce d'image vague de ce que je voulais. Et peu à peu, cette image s'est précisée. Et maintenant, j'arrive à
avoir comment dire, de mettre des mots sur les sentiments et sur les émotions que j'ai toujours ressenties en travaillant sur un objet. Maintenant, je me parlais d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que les objets que j'utilisais avaient besoin d'avoir une identité plastique et une énergie intérieure. Quelque chose qui... et les matières animales ont l'énergie de l'animal. Voilà, là j'essaye de bien faire interpénétrer les matières en fait. Une fois de plus, après, il y a d'autres patines qu'on va voir plus tard qui vont m'aider, mais là pour l'instant, on est dans la base. Là, on est vraiment dans l'essence de ma création. Je vais bien sculpter un peu tout ça. Donc c'est bien la première fois que je montre ça. Les matières animales ont une énergie rapide, les matières minérales, les pierres, etc., c'est plutôt une énergie lente, mais c'est des objets qui dégagent quelque chose de puissant. Et quand on additionne ces histoires, et les histoires des objets, et leur puissance interne, on arrive à... et là, je l'ai appris plus tard, je me suis appris plus tard comment j'avais fait. En fait, on arrive à faire un scénario. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment changé de métier. J'ai pas vraiment changé de métier. C'est-à-dire que, au lieu de mettre des mots, je mets des objets pour construire. Au lieu de faire des phrases, ben, ça devient des fauteuils. Le fauteuil devient un scénario lui-même, qui est l'assemblage de tous ces objets dont je peux raconter une histoire. Je peux raconter une histoire pour chaque objet et au besoin l'inventer. Et c'est ce que je fais en général d'ailleurs. Je fais l'objet et puis ensuite je le mets dans un contexte où il y a mon écriture qui revient pour justifier la présence de cet objet ou en tout cas lui donner une identité. Nous sommes dans une magnifique boutique, une boutique de taxidermie et plus en fait, qui m'héberge, qui m'a accueilli pour cette collection, entre autres pour Noël, de Si Jésus, j'aurais pas venu. Mon idée là-dedans, c'était d'allier ces figures de piété avec des matières animales. Et là, par exemple, c'est un tibia de girafe derrière. Ça, c'est monté sur un tibia de girafe, ce qui donne une puissance à l'objet qu'on ne peut pas avoir autrement, quoi. Là, il y a quelque chose qui se dégage, qui est quand même assez puissant, quoi. L'idée de cette expo, elle est venue d'un voyage au Brésil, enfin, de mes voyages au Brésil, mais du dernier, en fait, où les esclaves sont arrivés avec leur religion Yoruba, et on leur a interdit de la pratiquer. Donc, ils ont accolé aux saints existants, aux saints chrétiens, leur figure mystique, et c'est devenu des orishas, et c'est devenu la religion candomblé, qui est en fait un syncrétisme. D'où la facilité d'avoir des représentations à la fois chrétiennes et animistes,
c'est très très particulier au Brésil. Mais le Brésil, de toute façon, est un pays d'amalgame, hein, un pays de mixité. Et là, en revenant, c'est un modèle qui m'a servi pour mettre en scène tous ces crises que je chinais depuis au moins un an. Alors, j'avais une intuition, évidemment, de ce que je voulais faire avec, mais je ne savais pas quoi. Donc, je suis parti dans une... comme à chaque fois que je chasse quelque chose dans les brocantes, je suis parti d'un thème. À chaque fois que j'ai trouvé un Christ, je l'achetais, quelque chose qui me parlait. J'ai accumulé, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais de cette accumulation est sorti quelques figures un peu différentes. Et tant pour leur aspect plastique, ce qu'ils dégageaient, ou le matériau dans lequel ils étaient fabriqués. Là, on a un bronze, un régule. Le Christ est en régule. Ensuite, on a des bronzes tout autour, des serpents en bronze, du crâne de cheval et une mâchoire de requin, surtout. Voilà. Et je l'ai appelé la fontaine de poils. Et ensuite, une fois que l'objet était construit, j'ai écrit un petit texte. Voilà, comme jaillissant du 7e chakra, la gerbe de crin symbolise l'esprit arrosant la matière avant d'être dévoré par l'animal, comme dans la célèbre légende de Papoté. Alors Papoté, c'est la tribu que j'avais inventée pour toute cette histoire, que l'on récite à l'oreille des condamnés au pal avant exécution. C'est un Christ que j'ai acheté au Portugal, parce que j'ai été chiné au Portugal aussi, où les représentations christiques et chrétiennes en général on en trouve vraiment partout. Donc ça, c'est un Christ avec des dragons, donc c'est un mélange de Saint-Michel qui lutte contre les dragons, et avec un collier de vanité qui vient de Bali, un petit attribut autour du cou, un symbole de buffle africain. Donc le Christ lui-même est en porcelaine et il est attaché sur 2 cornes de koudou, enfin 2 os qui sont à l'intérieur des cornes de koudou, et le tout surmonté de plumes d'autruche. Alors celui-là est vraiment très 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 complet et très syncrétique. Pareil, c'est un beau Christ en bronze que j'ai chiné, avec des améthystes qui viennent du Brésil, avec une paire de daims, une paire de bois de daim, et entouré par des curieuses cornes de bélier. On a cette animalité toujours un peu ce côté souffrance là, et abandon de soi aussi dans l'animalité qui m'a paru intéressante. Ici, c'est ma réserve d'animaux, voilà. Voilà, donc j'en ai trouvé un qui va pas tarder à passer à la casserole. C'est pas très... voilà. Ici, c'est la réserve des animaux en bronze, en fait. Là, j'ai toute une série de dragons. Là, j'ai toute une série de serpents. Et en fait, c'est un témoignage de ma passion, non, même pas pour la collection, pour l'accumulation, quoi. Je suis un grand malade de l'accumulation, un chineur. Ma grande passion, c'est d'aller dans les vides-greniers, de dénicher un truc. C'est ma chasse à moi, quoi, en fait. Voilà, je suis le chasseur d'objets. Je vais les traquer, je passe, je repasse, je fonce dessus, je l'attrape. Et il y a quelque chose de l'appropriation, en fait, d'un monde, d'une histoire, qui se syncrétise dans un objet. Par exemple, je suis tombé sur un petit lézard, d'où ça sort, pourquoi ça a été fait. Je trouve un bout d'objet, et puis après je découvre par exemple ici, j'ai longtemps été... voilà, j'ai trouvé des petits faunes comme ça, là, voilà, avec des cornes, c'est une image rigolote, et là je me suis aperçu que c'était utilisé pour des appliques, par exemple. Donc
il y a ce qu'on appelle la casse dans les bronzes, où on va fouiller dans des caisses, etc., où il y a des bouts de choses, de machin. On ne sait pas toujours pourquoi ça a été fait, à quoi ça appartient comme objet final. Et puis un jour, on tombe sur l'objet final. Je me dis, bah tiens, bah voilà, c'était fait pour ça, quoi. Voilà, la boucle est bouclée. Enfin bon, ça a un intérêt moyen, parce que de toute façon, je les détourne. Voilà, là, mes cornes, elles tiennent toutes seules. C'est miraculeux. Encore un mélange de petits chimistes. Et là, je vais venir largement et là et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la greffe soit prise, c'est-à-dire qu'on ne voit pas où commence le bois, où finit le bois, où commence la corne. Quand on le sait, puisqu'on l'a vu là, fabriquer, on arrive à deviner, mais l'intérêt, c'est de jouer cette ambiguïté avec les différents éléments constitutifs qui font qu'on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça se termine. Tout est une histoire de vider et de remplir, tout est une histoire de connexion aussi. C'est-à-dire que on est quand même dans un bain d'atomes. Si on va aller chercher qu'est-ce qui nous relie, on est fait à 90% de vide, si j'ai bien compris, même plus que ça, et on n'est que des atomes. La réalité n'est qu'une illusion, mais une illusion qu'on cultive beaucoup avec les objets qu'on côtoie. Et cette façon de relier l'objet à l'homme est une façon d'établir un contact entre le passé et le présent et pourquoi pas le futur. Mes grands-parents avaient élevé le cochon. Donc on balançait les restes au cochon. Et un jour, ben voilà, tout le monde s'est rassemblé. Le boucher du village est venu. Il y avait, dans la cour, on a entrepris de tuer le cochon. Et j'ai assisté à ça. J'étais tout petit, je vois tout ça. Je me rappelle d'un homme en blanc, avec ils étaient 4 hommes en train de maîtriser le cochon. Et l'homme en blanc avait un gros maillet dans la main et a tapé le cochon, mais il l'a manqué. Et le cochon, il s'est mis à hurler. Mais alors, et là, j'ai un grand souvenir de ce hurlement de... Voilà. Et soudain, ma mère s'est aperçue que j'étais là. Et elle m'a extirpé de la scène, mais alors, c'était la panique pour elle. Et la fois suivante où j'ai vu le cochon, ben, il était sous forme de pièces détachées. C'était dans la buanderie, le boudin était comme des guirlandes au plafond, il y avait une marmite qui était à gros bouillon, qui cuisait, je ne sais pas, les pieds ou autre chose, voilà. Le boucher découpait les morceaux, les côtelettes, les côtes plutôt. Enfin bon, tout ça, le cochon était en pièces détachées, un petit peu comme dans le jeu du cochon. Et alors je me suis demandé si mon travail, c'était pas tout simplement de reconstituer le cochon. Ce cochon où je ne l'avais pas vu mourir, en fin de compte. Donc ça a dû rester un mystère. Entre le cochon qui s'échappe et le cochon en pièces détachées, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc il y a une espèce de rédemption, comme ça, peut-être, de fait d'essayer de retrouver la vie. Salut, Lee.
Bienvenue sur mon stand. Voilà, c'est mon stand Opus. C'est une extension de mon atelier. C'est mon endroit de liberté, ouvert au monde, quoi. Et voilà, ça me permet d'avoir toutes mes collections que je ne présente pas forcément dans d'autres galeries. C'est mon univers, ça ne regarde que moi. Et c'est parfait parce que c'est à la fois quelque chose qui est fermé et complètement ouvert au regard de qui peut arriver. Bonjour, ça va? Tu vas bien, ça va? Bien réchauffé? Ah, Ouais. mon tout fait, on est vu. C'est bon. Alors, il y a affûtait les scies à ruban dans le passage de l'ameublement. Il y avait un truc, c'était la terre battue. Cette petite ambiance de gens qu'on côtoie depuis très très longtemps. On s'échange quelques mots sur la vie, la mort, petite plaisanterie. Et puis voilà, ça entretient une certaine... Enfin, en tout cas, il y a la même passion pour les objets en fait. Salut, tu vas bien? Ça t'embête pas d'être filmé ou Bon, tu fais comme tu me veux, dis ça va, mon comme tu veux? nounours? Bah C'est ça bien va. avec tout ça. Ouais, bah écoute, il faut ce qu'il faut ici quand même. Hein. T'as vu? Ah, ouais, pas mal, ouais. Ouais. Belle bête. Sympathique. Belle barbe. Ouais, C'est une enseigne de barbier. Il a une bonne barbe. Une enseigne de barbier. À plus tard. Rien n'est nécessaire. Rien n'est nécessaire et je travaille avec le superflu. Donc, vive le superflu. Ah, ça c'est magnifique, un crabe. Ah, c'est un cendrier crabe. Le secret, c'est que en fait, j'ai pris un stand Opus parce que pour faire des économies, en fait. Parce que tous les week-ends, je partais avec mon vélo et ma charrette, et depuis quelques années, j'allais faire tous les vides-greniers que je trouvais dans la région pour ramener un tas de choses pas chères, mais totalement pas du tout nécessaires. Et donc le fait d'avoir pris un stand Opus, ça me réduit mon temps de Chine du week-end et ça me fait faire des sacrées économies. Surtout qu'à l'atelier, j'ai quand même de quoi tenir quelques vies. Alors, que des merveilles. C'est un peu mon conte de fées, quoi. C'est-à-dire, un jour, mon prince viendra, un jour, l'objet de mes rêves viendra dans mes mains. Et voilà, je l'attendais pas, il est arrivé. Et il va c'est un objet qui va me susciter l'envie de faire autre chose avec, quoi. Quelque chose que j'attendais pas du tout. En fait, le chiner, c'est ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles dans un endroit où tout est possible, ça va nous faire quand même un sacré tas de possibilités. Magnifique la cheminée aussi. Hein. Entre la cheminée italienne et l'ours de la forêt noire. Et la messe de la Saint-Hubert. Voilà, on est dans une ambiance, c'est les puces, quoi. Voilà. Avec les petits tabourets avec des pieds de biche, j'imagine, de cerf ou de biche. Les petites guitares à transformer. Merci pour la visite, à très bientôt. Chaque brocanteur a son petit univers qu'il développe lui-même. C'est très, 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 très bien. Là, on trouve que vraiment des gens particuliers, quoi. C'est génial, quoi. Et là, ça, c'est vraiment un endroit, un de mes paradis, en fait. C'est là où on peut trouver absolument tout. Pas forcément ce qu'on cherche, mais c'est encore un lieu de rencontre avec des matières, quoi, des espèces de cuir rose, tout est là, tout est là.
même l'impensable. Du mouton Barbie. Et ça donne, moi, ça me donne, venir ici, ça me donne ça me suscite des envies, en fait. C'est-à-dire que là, j'aurais pas imaginé, par exemple, faire un fauteuil rouge Et là, ça me donne envie, quoi. Ça me donne envie. La plupart du temps, l'objet me parle, je le pose, je le stocke, et quand le moment arrive, il se peut que ça soit 2 heures après, ou 2 mois, ou 2 ans, je sais qu'il va être utilisé quelque part, avec autre chose, le moment venu, dans son contexte adéquat. Le gardien, c'est le gardien. On peut pas rentrer, hein? On peut pas rentrer par là, hein? T'es le gardien, toi? Ouh. Je travaille avec le superflu, le futile. Si, je pense, oui. C'est essentiel à la vie, c'est essentiel à la création est essentielle à la vie, mais d'ailleurs, c'est l'essence même de la vie, la création. Et puis, en fait, oui, il faut travailler. On est tellement à faire des choses utiles tout le temps, des choses pour un propos pragmatique, que il faut, disons que la soupape de sécurité, la soupape, tout simplement, c'est de travailler, c'est de faire des choses inutiles, justement, enfin, qui n'ont pas un propos matériel. Et du coup, si ça n'a pas un propos matériel, ben, ça a un propos spirituel. Bonjour. Bonjour. Le stand, c'est à toi ici, là. Les cornes, c'est à qui? Les cornes, c'est à qui? Ça, c'est à moi. Combien ça fait? 4. Combien? J'ai pas compris. Combien ça vaut, les cornes? Les cornes, elle est à 50 €. Ça fait 30, c'est bon? 30? C'est pas un bon prix. Non? Je vais à 40. 40? Bon, allez, ça marche. Pas de problème, c'est bon. Hop. Hop là. D'ailleurs, il se désosse toute seule. Bon, allez, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Quand je disais que les cornes, tu vois, se déboîtent toujours. C'est bien, j'aime bien quand ça se débloque comme ça, parce que moi, j'utilise vraiment cette partie-là. Ça, pas trop. Je me demande même si je vais peut-être faire un truc, je vais peut-être lui rendre même l'intérieur. Comme ça, il pourra peut-être le revendre. Ça. Ah, je suis en service comme ça. Moi, il y a juste les cornes qui m'intéressent. Il y a juste les cornes qui m'intéressent. Bon, alors ces cornes là, c'est un bon achat parce que pour 2 raisons. Premièrement, c'est des mouflons de cette taille-là, j'en vois pas souvent. Deuxièmement, c'est des formes que je recherche vraiment parce que il y a cette double courbe qui m'intéresse. Ça part pas simplement comme des défenses, par exemple, dans un arc de cercle. Ça part avec une torsion. Les cornes de mouflon sont en général plus petits. Voilà. Là, c'est un mouflon qui est d'une taille assez exceptionnelle. Voilà. J'en vois pas souvent. Donc en général, ils se font à peu près les 2/3. Et puis bon, voilà, c'est pas... bon, je travaille pas avec la rareté des animaux non plus. Hein, je travaille surtout avec le fait que ça me parle, quoi. J'ai le choix entre deux pots, parce qu'il est convenu que c'était ces couleurs. Donc, je vais choisir ces 2 pots-là, qui ont été taillés magnifiquement.
Donc en fait, les pots de croco sont déterminés par la plus grande largeur. Enfin, ils sont vendus sur la plus grande largeur. Là, on voit que ça va peut-être être beaucoup pour ce fauteuil. Là, on sera à l'aise, mais ça va me faire beaucoup de chutes. Là, ça, c'est la partie, c'est le sexe du croco, en fait. C'est une espèce d'emblème comme ça. Les femelles et les mâles ont une poche, là. Et ça fait un truc magnifique, avec des petites écailles. Bon, très symbolique aussi. Hein. Toutes les peaux, je connais évidemment la provenance, puisque j'ai tous les certificats qu'il faut. La plupart, c'est des alligators qui viennent des États-Unis. Mais ça peut être aussi de Thaïlande, etc. Bon, mais en général, c'est pas des élevages. C'est pas de l'élevage parce que pour avoir cette taille, un croco a à peu près entre 60 et 80 ans, et aucun élevage n'élève des crocos pendant ce temps-là. Ce serait pas du tout rentable pour eux. Alors, je pense que c'est celle-là qui va être l'élu, il a une belle queue. Alors, donc il va falloir, ouais, donc je pense que c'est la bonne taille, la belle couleur, une belle couleur aussi. Donc je prépare le travail pour le tapissier en fait, hein, c'est-à-dire que je mets ça en place et ensuite on va déterminer qu'est-ce qu'il y a comme couture ou pas, voilà. Donc là on a l'aisance des pattes là, qui passe bien ici. Imaginons qu'il y a de la mousse en dessous. Hein, voilà. Et là, il va me faire une couture avec un raccord pour pouvoir faire ce qu'on appelle un tirage. Voilà, mais ça donne déjà une idée du fauteuil. Voilà. Ce que je fais en général, c'est que... Voilà, là, il passe parfaitement dans la taille du siège. Et la queue qui va rester, je m'en sers pour... Voilà, pour le dos, il est presque fait là. On va arriver à quelque chose comme ça. Donc, comme c'est un siège, mais c'est aussi une sculpture, et surtout une sculpture, le dos a besoin d'être bien travaillé. Dès que je mets la peau comme ça, qu'il y a déjà une patine, et j'observe cette carcasse qui est abstraite au départ. Il faut vraiment faire un effort d'imagination pour comprendre comment va être le fauteuil à la fin, et que réellement on commence à le couvrir d'une peau, et là on a quelque chose... je suis le premier spectateur, quoi. Il y a quelque chose qui vit là. C'est pas si on est vraiment vers un personnage, un animal qui commence à exister, quoi. Ce fauteuil commence à avoir son identité propre là. Et vraiment, je suis le premier surpris. Je suis le premier surpris. Ça fait 30 ans que je suis le premier surpris. Pour moi, la mort est une amie, en fait. La mort est une amie parce qu'il y a quelque chose de... Parce que la mort me fait vivre, premièrement. Et c'est vrai que dès qu'on est, l'être humain conscient a conscience, justement, pour son grand malheur, qu'il va mourir. Donc on a deux solutions, soit avoir peur toute sa vie, soit apprivoiser la mort et vivre sa vie le mieux possible, sachant que de toute façon on va mourir. Donc c'est le principe du memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir, qui est une leçon d'humilité à la fois, et aussi une notion de plaisir, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir, donc prends le maximum de chaque instant de la vie, quoi. Voilà, c'est la théorie de l'instant. Qu'est-ce qui reste? C'est aussi travailler sur cette espèce d'éternité. D'ailleurs, la création artistique en général est une recherche de l'éternité, parce que c'est faire des petits qui vont rester. Il n'y a pas de Thierry alors, il n'y a pas de Thierry.
On va le déballer. Il est emballé. Ah oui, en même temps, c'est le truc du tapissier. Hein. Bonjour. On a l'impression qu'il sort d'une ambulance. Là. Ouais. Il est vraiment beau le coco là. Hein? C'est beau, ouais. Ah ouais, il est super beau. On va faire ça en direct. Voilà. Et voilà, ces affreux bandages sont partis. Hop. Tatin. Donc là, je vais lui refaire un petit... Là, je vais lutter contre les pointes et les lignes droites. Chaque fois qu'il y a des angles comme ça, là, ça me plaît pas. Ça fait pas. Il n'y a pas de coin comme ça dans la nature, donc et surtout pas chez les animaux. Enfin, il y a très peu d'animaux qui ont des angles droits. Hein. Mon idée, c'est de transcender la mort. C'est d'aller chercher donc le mystère du cochon, le mystère du cochon disparu. Quelle est cette magie? Quelle est cette magie? Quelle est cette magie qui nous fait passer de vie à trépas? Et est-ce que la même magie ne peut pas nous faire passer de trépas de la mort à la vie? Voilà. Donc je suis une espèce de Frankenstein avec une utopie. Et une utopie qui fonctionne parce que, en fait, énergétiquement, ça fonctionne. Ce qui reste de vie dans ces matières est suffisamment puissant pour créer une magie. Il faut en mettre de l'amour aussi, de la passion, en mettre quelque chose, en mettre de la sincérité. Et toute cette recette de cuisine fait qu'on a une alchimie qui peut fonctionner. Un petit coup de main. C'est bien, ça te plaît? Ça te plaît le fauteuil? Il te plaît le fauteuil? Hein?